Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à cet épisode de La Planche à billets, la balado-diffusion de l'Association des économistes québécois, votre destination pour des choix éclairés en économie. Mon nom est Julien McDonald-Guimond, je serai votre animateur pour cette émission. Aujourd'hui, on reçoit M. Robert Leonard, professeur à l'Université du Québec à Montréal, pour parler de l'économiste Ernst F. Schumacher, auteur notamment du livre à succès Small is Beautiful, paru en 1973. Qui était-il? Pourquoi s'intéresser à lui de nos jours? On répond à toutes ces questions et bien plus dans cet épisode. Bonne écoute! If we get rid of the idea, the bigger the better, which may well have been a 19th century truth, but now has become a 20th century myth, in my opinion. If we get off this idea and give the benefit of the doubt to work in the other direction, if we start systematically from the actual human requirements and longings and try to adapt our technology to these requirements and longings, instead of asking people all the time to adapt themselves to the machines, then I think everything is possible. Now, what do I mean? One of the deep longings of human nature is to work creatively, not just with the brain, but with brain and hands. To make something, to take pride in what he is making. This has been virtually wiped out by this high-power modern development. If the high power disappears or is no longer so plentiful, then perhaps this longing has a better chance, provided it is backed up with real intelligence, intelligent technology and so on. In other words, the beauty and desirability of creative work can be restored. Alors, on vient d'entendre un extrait tiré du documentaire The Other Way réalisé par la BBC. C'était Schumacher lui-même qui s'exprimait sur le rôle que devrait jouer la technologie et les désirs fondamentaux des êtres humains, des sujets qui seront au centre de sa vie, ou du moins d'une certaine partie de sa vie. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois M. Robert Leonard, professeur à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, M. Leonard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Julien. C'est un plaisir. Alors, Ernst Friedrich Schumacher, qui était-il exactement? Comment a-t-il commencé sa carrière? Très bien. Schumacher, c'était un économiste allemand. Il est né en 1911 et il est mort en 1977. Très rapidement, il a commencé sa carrière à Berlin. C'était le fils d'un économiste universitaire. Ensuite, il était Rhodes Scholar à Oxford au début des années 30. Un des premiers Allemands Rhodes Scholar en Angleterre depuis la Première Guerre mondiale. Il est formé à Oxford comme économiste. Il passe 2 ans à New York tout de suite après. Ensuite, il retourne en Allemagne au moment où c'était la prise de pouvoir par les nazis, par Hitler. Il va passer 3 ans, 4 ans en Allemagne. Ensuite, il va essentiellement fuir le régime pour retourner en Angleterre. Il est économiste financier à Londres. Ensuite, tout est interrompu par la guerre. Il travaille au National Coal Board dans le charbon à partir de 1950. Et en même temps où il est impliqué comme économiste du charbon, il traverse un changement personnel assez important. Ce qui fait qu'il devient en même temps une critique de la discipline de l'économie, une critique du développement moderne. Et nous, on se rappelle de lui, on se souvient de lui parce qu'il est devenu un critique, plutôt prophète sage, qui nous a livré ce livre Small is Beautiful en 1973. Donc derrière ce livre qui a eu tant d'effets sur le mouvement environnemental, contre-culturel et ainsi de suite, il y a ce parcours d'un économiste plutôt conventionnel qui se change à travers sa vie. Tout à fait. Donc, un économiste conventionnel qui essentiellement supporte
La croissance, la technologie, le commerce international, la finance, comme vous l'avez mentionné. Également, à l'origine, du moins, un fervent athée, donc pas particulièrement versé dans une religion ou dans une autre. Et donc, il finit par retourner en Angleterre, fuit le régime nazi, mais au déclenchement de la guerre, là, il va avoir quelques petits pépins qui se présentent à lui là, pendant qu'il est en Angleterre. Oui, oui, tout à fait. Il revient en Angleterre en 1937. Il travaille dans le secteur privé, le secteur financier, dans le commerce international liant l'Allemagne et l'Angleterre. Ensuite, la guerre se déclare et il se trouve comme allié ennemi. Et là, tout change. Il perd son emploi. Ils doivent quitter une maison somptueuse et il se trouve dans un camp. À ce moment-là, il avait une femme et 2 enfants. Donc, il se trouve, lui, détenu dans un camp pendant 2-3 mois, durant lequel il devient socialiste. Donc, il y a un genre de conversion là, durant sa détention dans le camp, sous l'influence d'autres émigrés, plutôt socialistes. Ensuite, on lui permet de quitter le camp pour rester sous confinement en tant qu'ouvrier agricole. Et ça, il fait dans le domaine de Robert Brand, un banquier et fonctionnaire anglais haut placé, qui connaissait assez bien Keynes. Et Schumacher, il va passer 2 ans avec sa famille dans une toute petite maison où il va travailler comme ouvrier agricole sur la ferme. Et c'était une période très difficile. Ils étaient des Allemands dans un petit village anglais en pleine guerre. Lui, il devait travailler comme il n'avait jamais travaillé avant sur la ferme. Travail physique très difficile. Donc, c'était une période difficile pour lui et pour sa famille. Néanmoins, je crois que cette période lui a fait apprécier en fin de compte, le travail physique, et ça lui a permis de savoir un peu ce que les gens ordinaires faisaient dans la vie. Mm-hmm. Même s'il travaillait sur la ferme, il a continué à écrire des articles sur des questions économiques, sur le régime nazi, sur l'organisation financière mondiale de l'après-guerre. Et un de ces articles qu'il a écrit a attiré l'attention de John Maynard Keynes grâce à Robert Brand. Et grâce à ce contact avec Keynes, il a pu devenir un économiste-chercheur pour le restant de la guerre à Oxford, à l'Institute for Statistics. Donc, un passage dans l'agriculture qui sera effectivement marquant pour la suite de son évolution philosophique, qu'on pourrait dire. Oui. Retour à l'économie par la suite. Et là, durant la période de guerre et après, il va avoir différentes responsabilités, n'est-ce pas, en lien avec la reconstruction de l'Europe, le National Bombing Survey également. Donc, il va vraiment s'impliquer là, dans l'économie internationale. Oui, il a plusieurs... À partir du moment où il arrive à Oxford, il a plusieurs engagements. Il produit des papiers en tant que chercheur à Oxford, papiers sur la guerre, sur l'économie des guerres, sur l'organisation internationale. Il est impliqué aussi en tant que participant au projet, à l'établissement de l'État-providence anglais sous William Beveridge. Il est impliqué là avec Joan Robinson, avec Nicholas Caldor. Donc, il a très vite pu avoir une place, je dirais, assez importante dans ces milieux-là. Donc ça, c'est 43-44 jusqu'à la fin de la guerre. Ensuite, il va retourner en Allemagne pour la première fois depuis qu'il a quitté, où il participe à la Strategic Bombing Survey avec John Kenneth Galbraith, avec Nicholas Caldor, avec Tibor Skitowski.
Et là, il travaille pour l'Angleterre en tant que sujet, presque un sujet anglais, où il est confronté par ce qui s'est passé à l'Allemagne, la destruction de l'Allemagne pendant la guerre. Ça, c'est dans 46. Ensuite, il retourne encore, cette fois-ci de façon plus permanente, avec les Anglais en Allemagne, où il travaille dans la gouvernance et la réorganisation de l'État allemand jusqu'à la fin de 1949. Et comme vous l'avez dit, donc, contribue à l'établissement d'une sorte d'État-providence. Donc, Oui. on voit déjà un début de transition d'un économiste plus libéral vers un économiste plus socialiste. Tout à fait, oui. Il était bien à gauche du centre, bien plus socialiste que Keynes, par exemple. À ce moment-là, Keynes était une grande source d'inspiration pour lui. Et parmi les keynésiens, il se situe bien à la gauche avec Joan Robinson et des gens comme ça. Donc, il finit par rentrer donc, de ses différents mandats en lien avec l'après-guerre et il va rejoindre le National Coal Board qui vient d'être mis sur pied, ou presque, en Angleterre. Oui. Le National Coal Board a été établi à la fin de la Première Guerre pour prendre en charge toute l'industrie du charbon, toute la production minière du charbon en Angleterre. Donc le National Coal Board a pris en charge toutes ces mines qui auparavant étaient des propriétés privées. Et c'était en quelque sorte une organisation vedette de cet État-providence de l'après-guerre. Et lui, il était nommé économiste au Coal Board. Ça à partir de 1950. Et c'est un peu curieux parce qu'il était économiste au Coal Board, mais il ne savait pas trop quoi faire avec lui, les chefs de cette industrie. Donc il s'est trouvé avec pas mal de temps libre. Il n'était pas poussé, il n'avait pas un poste qui lui mettait beaucoup de pression. Et puisque c'était relativement relax, il a eu le temps de se lancer dans d'autres investigations, d'autres lectures, dont on pourrait parler dans quelques minutes. Et il va finir par avoir un genre de double vie. Exactement. Donc, il poursuit différentes lectures. Il a eu son initiation à l'agriculture quelques années auparavant. Oui. Il a été témoin de différentes choses au cours de la guerre. Certains désastres, catastrophes qui vont être assez marquants pour lui. Et va se présenter autour des années 1955 l'opportunité d'aller mener une mission au Myanmar, qui était à l'époque qu'on appelait la Birmanie. Et ça, vraiment, ça va être un moment charnière pour lui dans sa carrière. Oui. Il décide en 1954 d'aller en Birmanie. Il faut dire que déjà depuis 4-5 ans, il avait développé un intérêt pour le bouddhisme. Il avait développé un intérêt pour un ensemble de choses ésotériques, dont le bouddhisme. Et ça, c'est quelque chose qu'il a cultivé de façon importante entre 1950 et son départ en Birmanie en 1955. Donc, il se préparait en quelque sorte pour aller se rendre dans l'Orient, pour découvrir l'Orient. Et donc, il a pris un genre de sabbatique, un séjour d'économiste conseil auprès de l'ONU en Birmanie, ce qui a duré 3 mois, les 3 premiers mois de 1955. Et il était là pour commenter un grand programme de développement économique et social qui était développé pour la Birmanie, principalement par des économistes américains, des économistes et des ingénieurs américains. Et
il a évalué ce programme et là, on voit en Birmanie, on voit en quelque sorte l'infiltration de ces idées culturelles et même spirituelles dans ces idées économiques. Exact, parce que c'est là, dans le fond, qu'il va observer en quelque sorte le mode de vie des gens sur place et contraster ça avec le plan américain qui était mis de l'avant par d'autres économistes. Et pour lui, ça va être un peu incongru, en quelque sorte, de vouloir appliquer tel quel un plan de développement occidental à une population comme celle du Myanmar. Donc, au final, quand il fait son rapport aux Nations Unies, quel est son verdict et comment est-ce que c'est reçu de l'autre côté? Donc, il y a deux choses qui se passent quand il est en Birmanie. En fait, il y a plusieurs choses qui se passent. D'un côté, il est là en tant qu'économiste professionnel. De l'autre côté, il suit des cours sur la méditation. Il se plonge dans la vie de cette société bouddhiste qu'il découvre avec, je dois dire, beaucoup de joie. Quand il commente le rapport, deux choses qui se passent. Tout d'abord, il prépare son rapport officiel en tant qu'économiste auprès de l'ONU, qui est plutôt objectif, calme et mitigé comme rapport. Il dit que le pays devrait mettre plus d'accent sur la véritable production, pas sur l'infrastructure. Il conseille la Birmanie à ne pas dépendre sur les experts étrangers, comme des Américains, et comme lui-même d'ailleurs. Mais en privé, il écrit un papier qui représente sa propre réaction privée à ce qu'il constate en Birmanie. Et ça, c'est ce papier qui s'appelle « Economics in a Buddhist Country ». Et c'est ce papier qui, par la suite, va devenir son fameux papier chapitre Buddhist Economics. Et dans ce papier-là, qui est un papier privé, pas pour l'ONU, il révèle ce qu'il pense véritablement de ce qui pourrait se passer en Birmanie. Et ce qu'il voit, c'est une confrontation entre le développement économique à l'occidental et cette culture indigène bouddhiste. Et il dit que ce serait impossible pour la Birmanie de poursuivre la voie de développement moderne suggérée par ses économistes et ses ingénieurs, tout en préservant sa propre culture bouddhiste. Et donc, voilà ce qu'il fait dans ce papier, qui est un véritable cri de cœur. Et ce papier, par la suite, a été publié, je ne sais pas combien de fois. Un article fondamental là, dans la formation de sa pensée. Oui. On va écouter un autre extrait, toujours tiré du documentaire The Other Way, à ce sujet-là. We can imagine only the things that we see every day in front of our eyes. That something quite different is possible, we find hard to imagine. Now, it may well be argued correctly that in the early 19th century, production units were too small to be effective. Okay, with the help of concentrated fuels, we made them bigger. I believe we've overshot the mark. Donc ici, c'est un peu l'idée de voie du milieu, de middle way, qui va apporter notamment dans ses écrits, qui est de trouver l'espèce d'équilibre entre des technologies trop à petite échelle, trop inefficaces pour assurer un bon niveau de vie, versus des technologies qui demandent énormément de capitaux et qui ne permettent pas à une majorité de personnes de travailler. Le chômage qui était un problème important à cette époque-là là, au Myanmar. Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses à dire. Dans ce papier, Economics in a Buddhist Country, qui va devenir Buddhist Economics par la suite,
Les influences les plus importantes sur Schumacher à ce moment-là, ce ne sont pas les influences bouddhistes, mais c'est l'influence de Gandhi et les gens autour de Gandhi en Inde. Des gens comme Ananda Coomaraswamy, Richard Gregg, l'avocat américain, disciple de Gandhi. Déjà en 1955, Schumacher percevait Gandhi comme un très grand homme. Il avait une très grande appréciation de Gandhi, une très grande estime pour Gandhi. Et dans les écrits de Gandhi et aussi dans les écrits de Coomaraswamy et de Richard Gregg, on voit plusieurs choses. On voit une grande appréciation pour l'artisanat, pour la production manuelle, et en même temps une réticence, une hésitation face à l'adoption de la production mécanisée. Et tout ça provient de l'influence de Ruskin et William Morris sur Gandhi, sur Coomaraswamy. Et ce sont les influences les plus importantes sur Schumacher ici à ce moment-là. Donc même si son papier va finir par s'appeler Buddhist Economics, les influences les plus importantes ne sont pas forcément bouddhistes, mais plutôt c'est l'influence de Gandhi en Inde. Et il faut dire qu'en même temps, en Birmanie, il voit la production artisanale, il voit ce mariage qu'on constate entre l'artisanat et la vie au temple, la vie sacrée, ce qu'il apprécie énormément. Et c'est ça qui le met sur le qui-vive en ce qui concerne l'influence occidentale. Donc, il va finir par revenir de son voyage, retourner au Cold Board. Et là, c'est un peu ce qu'on pourrait dire le début de sa double vie. Donc, toujours influencé par ce qu'il a appris pendant son voyage au Myanmar, mais en même temps avec des responsabilités très, très axées sur la productivité, la croissance dans son rôle au National Coal Board. Donc, une des choses qu'il va faire assez rapidement, c'est développer là, cette idée de technologie intermédiaire qui va l'inspirer énormément. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est exactement que la technologie intermédiaire pour lui? Oui. Comme vous avez dit, il revient en Angleterre, de nouveau économiste du charbon. Et là, il y a deux choses qui se passent. D'un côté, le charbon commence à faire face à la concurrence venant du pétrole importé. Et le charbon devient une industrie en déclin à partir de la fin des années 50. Et lui, en tant qu'économiste du charbon, il est appelé à défendre l'industrie devant le grand public, s'impliquer dans des projets de rationalisation et amélioration de l'efficacité de l'industrie, ce qui comprend l'installation de vastes machines dans les mines. Donc, il y a ça, ce qui se passe sur le plan professionnel. Donc, à l'encontre de ce qu'il avait vécu au début des années 50, vers la fin des années 50, il y a une pression professionnelle sur lui en tant qu'économiste du charbon. Il doit travailler beaucoup plus. Mais en même temps, plus que jamais, il est imbu de ces idées de Gandhi, alimenté par ce qu'il avait et inspiré par ce qu'il avait constaté en Birmanie. Et il se plonge encore plus profondément dans des lectures autour du traditionnalisme. Il donne des cours sur le traditionnalisme en privé, en éducation continue. Et il continue, il maintient ses engagements en Inde autour du développement. Donc, d'un côté, c'est un économiste du charbon, très impliqué dans l'industrie lourde et très sale. De l'autre côté, il cherche à promouvoir une nouvelle vision du développement dans des pays soi-disant en voie de développement.
Et c'est là, au début des années 60, 62, 63, 64, où il présente ce qu'il appelle l'idée de la technologie intermédiaire. Qu'est-ce que c'est la technologie intermédiaire? C'est l'idée de fournir aux pays en voie de développement pas des capitaux très sophistiqués, très chers, inaccessibles à la grande partie de la population dans ces pays, mais de fournir une technologie plus simple, donc supérieure à la technologie primitive, mais pas aussi sophistiquée que les technologies avancées et chères. Donc des outils, des machines simples, de les fournir directement au village. Et cette technologie serait accessible financièrement, relativement simple à maîtriser et disponible sur place. Donc, au lieu avoir des grandes usines près du métropole ou des grands projets d'un barrage sur un fleuve dans une partie du pays, cette technologie serait distribuée dans des villages, dans des paysages, directement aux gens. Ce qui aurait l'avantage de réduire la migration de ces populations vers la métropole. Donc, il cherchait à rendre disponible une technologie qui serait accessible et qui freinerait ce processus de migration. Ce qui était très en lien d'ailleurs avec les idées de Gandhi à l'époque, qui justement s'opposait un peu à l'urbanisation accélérée des populations. On va écouter un autre extrait du documentaire The Other Way au sujet de la technologie intermédiaire. I was told by an industrialist not so long ago, not in this country, overseas, who had a highly automated factory in a region where there was a lot of unemployment, that surely his job in order to produce a high-quality product was to eliminate the human factor. Because people make mistakes, people are unreliable, people can even go on strike, whereas machines, when they are properly set, they don't make mistakes, they're reliable, they don't go on strike. Well, that is one type of logic. The question is, what becomes of the human factor if it's been eliminated? It's still needed, but only for very menial tasks, not for any creative task. And the recipe for the future, I'm quite certain, is to try and bring the real human factor back into the productive process. Hitherto, it has been easy to eliminate it because it's been substituted for by very power-hungry machines. Now, if the power base becomes questionable, these machines become also questionable, if only for the resources argument, but also ecologically, machines are mindless and they cause pollution. The human factor is gentle. Some farmer told me that it was a big problem how to explain that some small farms were getting such higher yields per acre than the big farms. And he'd come to the conclusion it's the TLC factor, the tender loving care. Donc, on voit ici une préoccupation pour le facteur humain qui est quand même original, qu'on n'entend pas nécessairement souvent dans les cercles économiques. Mais aussi, il mentionne au passage une préoccupation pour les ressources, l'environnement. Il travaille comme économiste du charbon, donc il est très au fait là, de la situation énergétique mondiale. Et c'est également quelque chose qui va en quelque sorte le motiver à développer son idée de technologie intermédiaire. Oui, tout à fait. Une chose importante à mentionner ici est sur cette question de ressources. Déjà en Inde, durant les années 30 en particulier, dans les discussions économiques autour de Gandhi sur l'indépendance future de l'Inde et l'organisation de cet État futur indépendant, il y avait une discussion autour des ressources et autour de l'aspect renouvelable, non renouvelable de ressources. Ça, on trouve dans les écrits d'un économiste de Gandhi qui s'appelle Joseph Kumarappa.
Et là, le terme qu'il utilisait là, c'est le terme de permanence. Aujourd'hui, on l'appelle durabilité. Donc, des racines très importantes de nos discussions actuelles sur la durabilité se trouvent en Inde, autour de Gandhi, juste avant l'indépendance. Schumacher connaissait bien cette littérature. Donc, cette distinction entre les ressources renouvelables, non renouvelables, il avait hérité en quelque sorte de Gandhi. Mais bien évidemment, lui, en tant qu'économiste du charbon, il était très bien placé pour réfléchir sur cette question. Donc, quand il revient au Coal Board, ces années 50, années 60, d'un côté, il est en train de promouvoir la technologie intermédiaire dans les pays en voie de développement. De l'autre côté, il est en train de défendre le charbon. Et c'est pour ça qu'il se trouve dans une position difficile. Conflictuelle. À l'intérieur de lui. Oui. Bon, il va continuer donc de développer ces idées-là. Il va notamment avoir l'occasion de présenter ses idées à différentes conférences. Il va être assez critique de la politique de la Banque mondiale à l'époque sur l'approche à suivre. Et bon, des anciens collègues, amis comme Kaldor, par exemple, vont devenir ses critiques à lui. Oui, il présente son idée sur la technologie intermédiaire. Il l'a développée en Inde au début des années 60. Ensuite, il revient et il présente ça pour la première fois devant les économistes occidentaux à un grand congrès à Cambridge en 64. Donc, là, devant ces économistes du développement et des financiers, il prône l'adoption d'une technologie intermédiaire. Des économistes comme son ami Kaldor réagissent très mal. Ils disent que ça, c'est des ressources gaspillées. Vaut mieux investir dans des gros capitaux qui vont fournir un rendement, un surplus plus grand, qui, en principe, pourrait être distribué par la suite et hausser le niveau de vie de la population. Ça, c'est un argument d'efficacité de l'économiste. La réponse de Schumacher à ça, c'est de dire il n'y a pas d'évidence que les technologies les plus avancées soient les plus économiques, efficacement, soient les plus efficaces. D'autant plus que l'introduction de ces grands capitaux, comme d'usines avancées, un de leurs premiers effets, c'est d'éliminer des centaines ou sinon des milliers d'artisans dans les villages. Donc, ils ont une externalité, si vous voulez, importante, un effet sur la vie économique traditionnelle. Et voilà, il y avait une véritable confrontation à Cambridge en 1964 entre Schumacher, qui prône la technologie intermédiaire, qui prône la plantation d'arbres, qui insiste sur l'aspect humain, alors que les économistes, à l'époque, comme aujourd'hui, insistent sur l'efficacité pure et simple. Donc, il va continuer comme ça sa double vie d'économiste au Coal Board, de jour et de remise en question de l'économie conventionnelle de nuit, on pourrait dire. Pour différentes raisons personnelles, il va devoir rester au Coal Board plus longtemps qu'il l'aurait souhaité, mais il finit par pouvoir prendre sa retraite et c'est là qu'il va finalement avoir le temps de compiler ses réflexions dans le livre, comme vous y avez fait allusion précédemment, Small is Beautiful, A Study of Economics as if People Mattered, qui va paraître en 1973 et qui va être un énorme succès, tant en Angleterre qu'à l'international, surtout pour des lecteurs qui ne sont pas nécessairement du domaine de l'économie. Et donc, qu'est-ce qu'il apporte essentiellement dans cet ouvrage-là? D'accord. Donc, il écrit ce livre en 1973. Il faut dire qu'il a pris sa retraite du Coal Board en 1970. J'ai l'impression que s'il avait pu, il se serait retiré encore plus tôt du Coal Board, mais ce n'était pas possible.
Déjà, à la fin des années 60, il écrivait des articles de ce type, critique, contre-culturel, dans des lieux comme Resurgence, le magazine. Donc, il commençait à accumuler des articles, un ensemble d'articles qu'il publie dans des endroits comme Resurgence. Il prend sa retraite en 70 et ensuite, il ramasse ces articles, il écrit de nouveaux chapitres et il met tout ensemble dans ce livre de 73. Le sous-titre de ce livre, donc Small is Beautiful, le sous-titre c'est A Study of Economics as if People Mattered. Bien évidemment, ça fait référence à l'aspect humain tant souligné dans les années avant, les années précédentes. Mais aussi, je crois que ça fait référence aussi à un livre qui est sorti l'année avant, 72, Les limites à la croissance, The Limits of Growth, du Club de Rome. Et dans ce livre-là, The Limits of Growth, on voit beaucoup d'accent sur la limitation de ressources et sur le problème de la population. Et l'idée de réduire la population et ainsi réduire la pression sur cette terre. Schumacher n'était pas d'accord sur cette question de la population, donc je crois que le sous-titre de son livre, lui, fait référence implicite aussi au rapport de Limits of Growth. Le chapitre phare dans ce livre de Schumacher, c'est Buddhist Economics, qui est encore très connu. Sinon, il traite de tout un ensemble de questions. Il s'oppose à l'utilisation de la science nucléaire. Il s'oppose à l'agriculture moderne qui crée énormément de problèmes écologiques, ce qui est vrai. Il se penche sur la question de l'éducation, quel type d'éducation. Il se penche sur la technologie, les effets néfastes de la technologie sur la vie humaine. Il prône la technologie intermédiaire dans des pays en voie de développement. Donc, ce livre, c'est un ensemble très varié de différents chapitres. C'est pas du tout un ensemble unifié, c'est plutôt fragmenté. Mais néanmoins, ce livre a eu un grand impact, tout d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe. Et tout d'un coup, à l'âge de 63, il se trouve propulsé sur la scène publique, invité à droite et à gauche, internationalement, aux États-Unis, partout en Europe. Et ce livre-là devient un livre phare de cette période qu'on appelle the 70s, les années 70, le mouvement contre-culturel, critique de la consommation, le mouvement environnemental. Small is Beautiful est perçu comme un livre symbolique très important de cette période. Exactement. Il va donc prôner des principes comme la simplicité, la permanence de l'économie ou la soutenabilité, la retenue, donc s'imposer en quelque sorte des limites à nos propres désirs matériels. Il va aussi faire usage beaucoup d'arguments moraux ou éthiques, qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on lit souvent en économie. Mais dans son cas, on le voit qu'il est influencé par ses lectures spirituelles, religieuses et tout. D'ailleurs, on ne peut plus dire qu'il n'est plus un athée rendu à cette étape-là de sa vie. Et vous y avez fait allusion, là, le rapport du Club de Rome qui va paraître au même moment. Un autre aspect intéressant, c'est justement sa critique de la méthode économique, de la quantification des choses, des scénarios. Il va par exemple dire que les projections du Club de Rome sont fort intéressantes, mais ne sont pas pertinentes, ou du moins ne sont pas nécessaires à la prise de décision en lien avec l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, déjà, quand il était en Birmanie, il a exprimé une certaine méfiance quant au rôle des économistes. Il se méfiait de la sophistication
soi-disant, des économistes. Et il faut dire que tout à travers les années 50 et les années 60, il lisait, on pourrait les appeler des philosophes, des gens comme René Guénon, Fridtjof Schuon, Coomaraswamy lui-même, qui avait des liens avec l'Inde. Il lisait des philosophes traditionnalistes qui émettaient des réserves, on pourrait dire, quant à l'effet de la machinerie et la technologie sur l'homme et l'esprit de l'homme. Donc, dans ce livre, on voit beaucoup de réserves quant à la quantification, la sophistication excessive des économistes aux dépens, selon lui, de l'aspect humain. Exactement. Et donc, on a essentiellement repassé presque toute sa vie ensemble. Il va écrire un dernier ouvrage là, juste avant son décès qui va avoir moins de visibilité internationale, mais qui va néanmoins être très important pour lui. Mais donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Schumacher? Est-ce qu'il était un critique, un romantique, un environnementaliste ou un antimoderniste? Comment est-ce qu'on pourrait résumer ce personnage qui a porté plusieurs chapeaux au final au cours de sa vie? Oui, je ne qualifierais pas de romantique. C'était pas un romantique dans le même veine que Thoreau, Wordsworth, John Muir. C'était plus un économiste qui est devenu un traditionnaliste. Et c'est aussi un homme qui est devenu religieux. Quand il était sur la ferme durant la guerre, c'était un disciple de Nietzsche, très critique de l'institution de la religion, très axé sur le Übermensch, sur le surhomme, et pas du tout conciliant en ce qui concernait la religion. Ensuite, il découvre le bouddhisme, séjour en Birmanie. Ensuite, il y a un événement très important, c'était le décès de sa femme en 61, sa femme qui était religieuse. Et cette expérience durant les années 50, et ensuite le décès inattendu de sa femme, l'a encouragé à retourner au christianisme de sa culture, si vous voulez. Ensuite, quand il quitte le Cold War en 70, il se convertit au catholicisme. Donc, quand il fait publier son livre Small is Beautiful, c'était un homme, au fond, un homme religieux. Son deuxième livre, et c'est un livre que lui, il a jugé plus important que Small is Beautiful, ce deuxième livre, c'est A Guide for the Perplexed. Et ça, c'est un livre qui traite des influences, si vous voulez, spirituelles tout au long de sa vie. Et c'est un plaidoyer pour la croyance religieuse, au fond. C'est un plaidoyer pour un regard traditionnaliste, c'est-à-dire si on regarde toutes les sociétés à travers l'histoire de l'humanité, dans la vaste majorité, la religion ou des croyances spirituelles jouaient un rôle très important. Et il y avait l'idée que l'homme était petit dans l'univers et faisait face à quelque part un pouvoir suprême ou un ensemble de pouvoirs suprêmes. La société moderne, c'est la première fois où cette attitude était perdue. Maintenant, c'est une société matérialiste. L'homme règne de façon suprême. Il contrôle, soi-disant, son propre destin. The Guide for the Perplexed, c'était un plaidoyer pour la réadoption d'une position plus humble. Et c'est ce qu'on trouve dans ce livre-là. Et ce livre-là n'a pas du tout eu le même effet que le premier livre, Small is Beautiful. Small is Beautiful, l'accent était beaucoup sur comment changer sa vie,
des politiques à adopter, comment améliorer l'environnement. L'accent était sur l'action, des choses que les gens pouvaient faire pour changer leur communauté, changer l'environnement. Et l'aspect religieux était mitigé, était pas du tout prononcé. Alors que dans le deuxième livre, c'était tout un livre sur la religion et la tradition. Et ce livre-là n'a pas du tout eu l'effet du premier livre. Donc, plusieurs enseignements qui sont toujours pertinents aujourd'hui avec les questions sur l'environnement qui sont à l'avant-plan. Toute la question de la soutenabilité, de la permanence de l'économie, même certains mouvements plus orientés vers la décroissance ou la post-croissance, des fois, qu'on va dire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être reliées aux écrits de Schumacher. Mais donc, pour votre part, maintenant que vous l'avez étudié depuis plusieurs années, votre point de vue sur ces écrits, est-ce que vous diriez qu'il avait raison, règle générale, ou est-ce que c'est plus nuancé que ça? Oh, je crois que c'est bien plus nuancé que ça. Je ne crois pas que ça soit une question d'avoir tort ou d'avoir raison. Il a développé une position, Schumacher. Il a développé une attitude, une façon d'aborder ces questions. Il a su une chose qu'il a su faire et ce qui le rend presque unique, c'était de faire ce mariage entre le vocabulaire analytique de l'économiste et de l'autre côté, ce vocabulaire moral ou esthétique, le vrai, le beau, le bon, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on voit chez lui, et c'est pour ça qu'il a eu un très grand impact sur un lectorat éduqué, populaire, mais pas sur la profession d'économiste. Donc c'est pas une question d'avoir tort ou de ne pas d'avoir tort ou raison. C'est plus qu'il a su nous aider à modifier notre regard sur le monde dans lequel on vit. Ce que je trouve très utile. Et là, actuellement, si on lit lui sur la finitude de ressources quand il écrivait dans les années 60 et 70, il parle de la finitude de ressources, le problème d'épuisement et ainsi de suite. Si on regarde là où on est actuellement, il semblait avoir plutôt raison que la période difficile est arrivée plus vite que ce qu'on croyait. Il semblerait qu'on est en train de endommager beaucoup cet environnement dans lequel on vit. Pour les économistes modernes, la réponse à ça, c'est de mieux analyser, mieux maîtriser nos technologies, choisir un mode de développement qui nous aide à mieux maîtriser notre environnement. Pour Schumacher, la réponse, c'était plus un changement d'attitude. C'est-à-dire de devenir plus humble, de ne plus se croire maître de l'univers et en quelque sorte, de se retirer de là où on est actuellement. Donc, c'est pour ça qu'il était autant sage, prophète que économiste. C'est ça, c'est ce mélange unique qu'on trouve chez lui. Mais en fin de compte, l'accent chez lui est sur le change of heart, le changement d'idée. Ce qui n'est pas le cas pour la vaste majorité d'économistes contemporains. Monsieur Leonard, merci beaucoup pour votre temps et de nous avoir fait découvrir ce personnage intéressant et plutôt méconnu là, dans la sphère académique. C'était un plaisir de discuter avec vous. Plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci.